Bonjour, aujourd'hui nouveau chapitre, chapitre 13, on est sur le son, une information à coder. Donc tout d'abord on va parler donc de la numérisation d'un son. Numérisation d'un son, et tout d'abord nous allons faire une différence entre ce que l'on appelle un signal analogique et un signal numérique. Alors un signal analogique, c'est un signal qui va varier de façon continue au cours du temps. Alors, un signal analogique, c'est ce que vous avez déjà vu quand on a fait l'analyse spectrale. Alors, j'enregistre un son à l'aide d'un micro, le son d'un piano par exemple. J'obtiens un signal, voilà, vous regardez comme ceci, ou d'un violon. Ici en l'occurrence, j'obtiens ici un signal qui est analogique. En fait, ce que vous voyez sur l'écran, ce signal, il varie de façon analogue à la source, en l'occurrence au son. Donc le signal que vous voyez là varie de façon analogue au son et donc de façon continue au cours du temps. Un signal numérique, lui, varie de façon discontinue au cours du temps, de façon discrète, on dit. Et un ordinateur ne va traiter que des signaux numériques. Donc voici un exemple de signal discret, de signal discontinu. Vous voyez que quand on passe d'une valeur à une autre, vous voyez, on passe d'une valeur à une autre par saut, par pas. Donc ici on a une certaine valeur, vlan, on passe à une autre valeur, vlan, on passe à une autre valeur, et ainsi de suite. Donc là, ce signal numérique a été obtenu à l'aide de ce signal analogique ici. Donc on est passé, quand on a fait un traitement pour permettre le traitement du signal par un ordinateur, de ce signal analogique à ce signal numérique. Et vous voyez que dans ce cas ici, la reproduction du signal analogique avec la numérisation n'a pas donné quelque chose de parfait. Alors voyons comment convertir un signal analogique en signal numérique. Alors tout d'abord, on va procéder à l'échantillonnage. Alors l'échantillonnage, il s'agit de quoi? Alors pour ici, toutes les valeurs que prend un signal analogique, ce signal va prendre une infinité de valeurs au cours du temps, on ne va en sélectionner que certaines. On va prendre des mesures à intervalles de temps réguliers. Ces intervalles de temps réguliers, c'est ce que l'on va appeler la période d'échantillonnage. Donc on va ne faire que quelques mesures au cours du temps, on ne va pas prendre toutes les mesures. Donc, vous voyez ici, on voit la courbe bleue du signal analogique, et puis quand on va faire l'échantillonnage, on va relever que quelques valeurs ici, ça correspond là à ce que vous avez avec les points bleus. On comprend donc que plus la période d'échantillonnage va être petite, et meilleure sera la reproduction du signal. La fréquence d'échantillonnage, donc c'est l'inverse de la période d'échantillonnage, ça correspond au nombre de valeurs que l'on a mesurées par seconde. Donc pour qu'on ait une reproduction fidèle du signal analogique, il faut qu'on ait une grande fréquence d'échantillonnage. Et pour que l'on retrouve toute l'information du signal de départ, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins le double de celle du signal analogique. Ça, c'est ce qui constitue le critère de Shannon. Dans cette animation, on va voir l'influence de la fréquence d'échantillonnage sur la forme du signal numérique. Alors, ici, le signal analogique est en rouge et le signal numérisé est en bleu, ici. Donc là, on a une fréquence d'échantillonnage de 5 Hz. Donc ça a une fréquence d'échantillonnage assez faible. Vous voyez qu'on a pris ici une valeur moyennée pour la courbe rouge, on a pris cette valeur-là. Ici, on a cette valeur-là et cette valeur-là. Vous voyez que la courbe bleue est quand même bien différente de la courbe rouge. On n'a pas une reproduction fidèle du signal analogique. Si on augmente maintenant la fréquence d'échantillonnage, on prend plus de mesures par unité de temps. Et donc on voit ici que notre courbe bleue suit de façon plus fidèle la courbe rouge correspondant au signal analogique. Bon, maintenant je vais augmenter grandement la fréquence d'échantillonnage. Là, pour une fréquence d'échantillonnage de 50 Hz, je vois que la courbe bleue suit de façon beaucoup plus fidèle la courbe rouge correspondant au signal analogique.
Alors ce que ne montre pas, hélas, c'est cette animation, c'est que si je diminue la fréquence d'échantillonnage, je vais perdre totalement le rapport avec le signal analogique. Donc là je suis à 5 Hz, mais on peut imaginer que si je descends à une fréquence plus petite, je ne vais plus pouvoir reproduire du tout, même très infidèlement, le signal analogique. Donc pour une reproduction fidèle du signal analogique, il faut au moins une fréquence d'échantillonnage FE qui soit le double de celle du signal analogique. Donc l'échantillon ici on vous le met et suréchantillonné si on fait beaucoup plus de mesures que ce qu'il ne faut, et sous-échantillonné si on fait moins de mesures que ce qu'il ne faut. Vous voyez que ici, en reliant les points, ici on peut retrouver l'allure de la courbe par rapport au signal de départ. Et par contre ici, vous voyez que la fréquence du signal est trop importante par rapport à la fréquence d'échantillonnage. En reliant les points ici, les croix jaunes, on ne pourra pas retrouver le signal de départ. Petit b, maintenant la quantification. Alors la quantification, ça consiste à associer à chaque valeur de la tension, donc correspondant au signal analogique, à associer donc un nombre binaire. Alors un nombre binaire, vous savez ce que c'est soit un 0, soit un 1, ou une suite de 0 et de 1. Donc chaque 0 ou 1, donc quand vous avez soit 0, soit 1, ça correspond à l'information, la plus petite unité d'information que l'on peut avoir. Donc chaque 0 ou 1 représente une unité d'information. Une unité d'information, donc en anglais on dira binary digit ou bit. Donc un bit, BIT, c'est l'unité d'information, soit un 0, soit un 1. Donc pour une tension analogique, toutes les valeurs sont ainsi approximées par un nombre limité de valeurs. Ce nombre va dépendre du nombre de bits utilisés. Sur cette simulation, je peux choisir la quantité de bits. Donc je vais me placer ici pour une fréquence d'échantillonnage de 10 Hz. Je peux choisir donc d'échantillonner mon signal sur 4 bits ou sur 2 bits. Alors sur 2 bits, j'ai combien de valeurs possibles? Vous voyez, regardez ici, j'ai 4 valeurs possibles. Donc mon signal ne peut prendre que 4 valeurs possibles. Donc ici 0, 1, 2 ou 3. Donc c'est assez limité pour reproduire ici la courbe rouge. Donc si j'ai 2 bits, 2 à la puissance 2 valeurs, donc 4 valeurs possibles. 4 bits, donc plus de valeurs possibles. 2 fois 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 valeurs. Donc ça correspond donc à tous ces petits traits là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à ici 16 valeurs différentes. Et sur 8 bits, 2 à la puissance 8, soit 256 valeurs possibles. Donc vous voyez que pour avoir le meilleur rendu du signal analogique possible, il faut non seulement avoir la fréquence d'échantillonnage la plus élevée, et aussi la valeur de la quantification la plus élevée. Donc il vaut mieux quantifier sur 8 bits que sur 4 bits que sur 2 bits. Regardez si ici, avec une fréquence d'échantillonnage de 50 Hz, je diminue ma quantification, que je passe à 4 bits, j'ai un signal qui est moins fidèle, et sur 2 bits évidemment encore moins fidèle. Et vous voyez ici je vais tout mettre les paramètres au minimum. Là pour une faible fréquence d'échantillonnage et une faible quantification, j'ai un signal qui est évidemment très peu fidèle. Alors évidemment, quel est le prix à payer pour ça? Eh bien c'est que plus je vais faire de mesures, plus je vais avoir de points à mettre en mémoire. Voilà, plus je vais avoir de valeurs à mettre en mémoire. Donc pour le téléphone, pour une conversation téléphonique, on utilise une conversion sur 8 bits. Donc combien est-ce que l'on a de valeurs associées? Alors 8 bits, ça fait combien de valeurs? 8 bits, donc bits c'est BIT, je vous ai dit que c'était binary digit. 8 bits, ça fait donc 2 à la puissance 8 valeurs.
Et donc 2 à la puissance 8, c'est 256 valeurs. Voilà. Donc, taille d'un fichier audio maintenant. Donc, comme je vous le disais, plus vous allez avoir un signal numérisé proche du signal analogique, et plus la fréquence d'échantillonnage va être grande, c'est-à-dire que la durée entre deux mesures est alors très faible, et plus vous allez avoir le pas du convertisseur qui est faible, c'est-à-dire que les mesures sont codées sur un nombre plus important de valeurs binaires, un nombre plus important de bits. Donc ces deux choix vont être limités parce qu'ils impliquent une augmentation du nombre de données à traiter et donc une taille de fichier très importante. Alors, ici, on a une relation qui va nous permettre de déterminer la taille d'un fichier. Alors, taille d'un fichier, vous avez certainement été confronté à cette problématique en informatique pour vos fichiers audio. Et de la même façon, on pourrait parler de taille d'un fichier vidéo ou autre. Donc, la taille d'un fichier est estimée comme ceci. Alors, si j'estime la taille d'un fichier en bits, donc, je vais multiplier la fréquence d'échantillonnage donc en Hertz par le nombre de bits correspondant donc à la conversion analogique numérique, multiplié par la durée et multiplié par le nombre de voix. Bon, alors le nombre de voix, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si j'ai un son en mono, j'ai une voix. Si j'ai un son en stéréo, j'ai deux voix. Alors, deux voix en stéréo, c'est en fait que vous avez un son pour chaque oreille. Donc vous avez deux sons différents, un son stocké, un son pour l'oreille droite, un son pour l'oreille gauche. Voilà. Alors, petite remarque, un octet, c'est... Alors, vous connaissez, pour un fichier, les tailles sont exprimées souvent en octets. Un octet, c'est un ensemble de 8 bits. Alors, je vous l'ai dit, le bit, c'est l'unité d'information. Et on regroupe ces bits par ensemble de 8. Alors, comme vous l'avez peut-être vu en chimie, quand on regroupe les électrons par 8, on parle d'un octet d'électrons. Un octet, c'est un terme général qui veut dire un groupe de 8. Donc, un octet, c'est 8 bits. De 2,26 10 puissance moins 5 secondes, ou si vous voulez 22,6 10 puissance moins 6 secondes, ou encore 22,6 microsecondes, puisque une microseconde c'est 10 puissance moins 6 secondes. Alors, quelle est la taille du fichier pour 45 minutes de son? Donc on va appliquer notre relation, la relation que l'on a vue ci-dessus. Donc la taille du fichier, c'est donc la fréquence d'échantillonnage multipliée par le nombre de bits utilisés pour la quantification multiplié par la durée multiplié par le nombre de voix. Donc ici ça nous fait une taille qui est de la fréquence d'échantillonnage, elle est de 44,1 kHz, on a dit. Donc ça nous fait 44,1 10 puissance 3 Hz. Le nombre de bits utilisés pour la quantification, c'est 16. La durée. Alors la durée ici pour un CD, c'est 45 minutes. 45 minutes, 1 minute c'est 60 secondes. Voilà.
Et le nombre de voix, si on est en stéréo, c'est 2. Alors ici, quand on multiplie tout ça, ça nous fait un nombre qui est évidemment très grand. Ça nous fait, je le mets environ, 3,8 10 puissance 9 bits. Voilà. Donc ça, c'est la taille en bits. Et généralement, on utilise plutôt des octets, donc des ensembles de 8 bits. Donc si je convertis ça en octets, je divise par 8, ça me fait 4,76 10 puissance 8 octets. Alors c'est pas une unité très pratique, on va convertir en mégaoctets, donc avec 1 mégaoctet qui est environ, on va prendre ça comme ça, 10 puissance 6 octets, ça nous fait donc 476 mégaoctets pour un CD. Voilà. Grande maintenant, la compression d'un fichier audio. Donc vous voyez, pour le CD, on avait pour 45 minutes de musique 476 mégaoctets d'informations, c'est absolument colossal. Alors quand on a des problèmes de stockage sur un ordinateur, on cherche à avoir des moyens de réduire ici ce volume. Alors est-ce que c'est possible? Oui. Et c'est ce que l'on fait maintenant pour tous les morceaux de musique. En général, on va compresser les fichiers correspondants. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'ils occupent moins d'espace mémoire. Donc pour un CD, moins que l'équivalent de 476 mégaoctets. Donc évidemment, plus la numérisation du signal est fidèle et plus la taille d'un fichier audio est élevée. Donc quand on va compresser un fichier, ça consiste à diminuer sa taille pour faciliter son stockage et sa transmission. Donc on peut diminuer sa taille par différentes techniques qu'on ne précise pas ici, mais cela peut se traduire avec ou sans perte d'information. Donc vous connaissez certainement le format de compression MP3. Donc ce format MP3, c'est un format qui en fait permet la compression donc des fichiers audio avec une perte d'information. On a des fichiers audio qui sont beaucoup moins lourds, qui occupent beaucoup moins d'espace mémoire. On a supprimé une partie de l'information sonore, notamment celle auquel notre oreille est peu sensible. Bon, il existe d'autres formats de compression qui peuvent être sans perte, par exemple les formats FLAC ou APE. Donc on va calculer maintenant des taux de compression. Alors le taux de compression c'est défini comme le gain en taille apporté par rapport au fichier initial. Alors le taux de compression ça s'exprime comme ceci. Donc le taux de compression taux c'est 1 moins la taille du fichier compressé sur la taille du fichier initial. Et c'est une grandeur qui est inférieure ou égale à 1 et qu'on va exprimer en pourcentage. Alors, on va voir un exemple. Je vous donne ici des fichiers. Donc, ça correspond à, en gros, à un morceau de musique. Pour le son, pour un morceau de musique, on va dire une chanson. Donc, on aurait en mégabits 84 mégabits pour le son non compressé. En MP3, on a 11,5 mégabits. Ça, c'est pour un MP3 de bonne qualité, parce qu'évidemment, tout ça, ça peut se paramétrer, ces fichiers MP3. MP3 de qualité correcte, 7,68 mégabits. Et puis ici, pour une qualité moindre, 5,76 mégabits. Donc, par exemple, pour le MP3 de bonne qualité, quel est le taux de compression? Alors, on va le calculer. Alors, taux de compression, donc, c'est taux, c'est donc 1 moins la taille du fichier initial non compressé. La taille du fichier initial non compressé, c'est 84,7 mégabits. 84,7 mégabits. Divisé par, pour le MP3 de bonne qualité, 11,5 mégabits. Voilà. Je ici ne convertis pas les mégabits, puisque je vais garder ici
là, j'ai la même unité en haut et en bas dans la fraction, donc j'ai pas besoin de faire de conversion ici. Donc je fais le calcul correspondant et j'obtiens 0,86. Alors 0,86 c'est 86 divisé par 100, c'est-à-dire 86%. Donc ça veut dire que par rapport à la taille du fichier initial, j'ai gagné 86% en taille. Donc si vous voulez, on peut prendre les choses à l'envers. Mon fichier compressé n'occupe plus que 14% de la taille qu'occupait le fichier non compressé. Donc un gain de mémoire de 86%, ce qui est, vous voyez, déjà très conséquent, et vous voyez qu'on peut faire beaucoup mieux, puisque pour un fichier de qualité courante et même FM, on va avoir des taux de compression qui sont beaucoup plus élevés. On va atteindre 91% pour le fichier MP3 de qualité correcte et jusqu'à 93% pour une qualité un peu moins bonne, une qualité radio FM. Donc voilà pour ce cours, j'espère que j'ai été clair et puis je vous dis à bientôt.